troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, un nouvel invité. M'a rejoint Kevin Maizo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci de m'avoir rejoint pour cette partie. C'est toujours un honneur d'être là. Et M. Saliou aussi, Salvané, est resté avec moi. Il est consultant en géopolitique, de même que le professeur Franklin Niamsi, qui est professeur agrégé de philosophie et analyse politique. Merci à vous également. Il serait une puissance sous-régionale à tout point de vue, mais dans quelle mesure l'Ouganda du président Yoweri Museveni influence-t-il la géopolitique sous-régionale? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Deogracias Podo. L'atmosphère politique demeure électrique en Ouganda, notamment sur la question de la réforme constitutionnelle proposée par le président Yoweri Museveni. Ce dernier envisage briguer un 6e mandat en 2021 et depuis, les réactions sont mitigées car une crise politique et une éviction du président Museveni à l'heure actuelle ne seraient pas sans conséquences sur le climat général dans la région. Depuis plusieurs années, le chef de l'État ougandais joue un rôle de médiateur dans les conflits en cette partie du continent. L'Ouganda est entouré d'un certain nombre de pays qui ne sont pas eux-mêmes très stables. Et l'Ouganda, malgré tout ce qu'on peut penser du président Museveni, apparaissait un peu comme un pôle de stabilité. Alors il est évident que si une instabilité durable s'installait dans ce pays-là, cela risque d'ajouter en effet à l'instabilité globale de la sous-région. Il va sans dire que malgré les multiples initiatives, la Corne de l'Afrique reste encore l'une des régions les plus instables du continent. C'est dans ce contexte que l'Ouganda a décidé d'y jouer un rôle de premier plan. Depuis 2007, le pays a entamé des missions de médiation en cas de conflit, notamment en Somalie, en République démocratique du Congo, au Burundi ou encore en Centrafrique. Pour le gouvernement, le but est aussi de mettre un terme à la prolifération incontrôlée des armes et pour ramener la paix et la sécurité dans la région. M. Museveni peut effectivement penser qu'il est incontournable. Il est incontournable pour les puissances occidentales qui, quelquefois, il faut bien le reconnaître, ne sont pas très regardantes sur le respect des principes démocratiques ni sur le respect des libertés publiques, dès lors que une certaine forme de stabilité, alors à quel prix, ça c'est une autre histoire, dès lors qu'une stabilité apparente est instaurée dans un pays, surtout quand il s'agit d'un pays d'Afrique subsaharienne. L'Ouganda a longtemps été un modèle pour les institutions monétaires internationales dans la région des Grands Lacs, qui désigne l'ensemble géopolitique composé par la Tanzanie, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Aujourd'hui encore, le pays est touché par l'instabilité régionale qui l'affecte en termes de flux de réfugiés, de déplacements internes ou encore l'insécurité transfrontalière. Une situation qui entrave ses objectifs de développement socio-économique et d'intégration régionale. Le renforcement de l'intégration au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est représente un atout supplémentaire pour l'Ouganda. L'une des principales raisons d'ailleurs pour lesquelles beaucoup redoutent une instabilité politique de ce pays. Alors, monsieur, quelques chiffres très rapidement avant de commencer cette partie. L'Ouganda, c'est quelques 41 millions d'habitants, c'est 25,5% seulement de taux d'endettement. Certains pays du continent sont presque à 100% de taux d'endettement de leur PIB. L'Ouganda, c'est aussi 38% de taux de pauvreté. Il y en a qui sont à 80%, 70%. Donc, on peut, en termes de bilan, noter quelques indices quand même positifs de ce point de vue. Kevin Maizo, vous êtes de la RDC. Quand on demande au président Yoweri Museveni, vous avez des troupes en RDC et vous pillez les minéraux de la RDC, il répond: l'Ouganda a autant de minéraux que la RDC. Je n'ai pas besoin des minéraux congolais. Que répondez-vous au président Yoweri Museveni? J'avais suivi cette interview sur Al Jazeera. C'était une interview vraiment provocatrice. Parce que, oui, ce n'est un secret pour personne que c'est son frère, le général Bin Saleh, qui est le patron de l'Uturi, une des régions les plus riches, la plus riche du Congo, notamment en matière d'or. Et le Rwanda et l'Ouganda se sont battus en pleine ville de Kisangani. Pendant plusieurs... En territoire congolais? Oui, en territoire congolais, c'est du jamais vu. Deux armées étrangères les Rwandais ont vaincu qui se battent dans une ville, dans un autre pays étranger pour revendiquer les matières premières. Ils ont été condamnés mollement. D'abord, la communauté internationale, comme on l'appelle, en droit international, ça n'existe pas, n'a pas réagi.
vers juin 2000, ils ont sorti la résolution 1304. Sauf erreur de ma part, c'est du 29 juin 2000 pour condamner cela. Alors, qui nous explique? Si l'Ouganda est si riche, qu'est-ce qu'il est allé faire à Kisangani pour aller se battre avec le Rwanda? Qu'il nous explique. Professeur Nyamzi, quelle est la réalité de l'influence qu'exerce le président Yoweri Museveni en RDC, en l'occurrence? Yoweri Museveni jouit d'une certaine légitimité historique qui vient de son parcours. Oui. Je vous rappelle qu'il est formé à Dar es Salaam, que Julius Nyerere est son maître à penser. Il écrit sa thèse sur Fanon, donc c'est quelqu'un qui revendique un certain panafricanisme. Il considère qu'il est chez lui partout en Afrique. C'est comme ça dans sa tête que ça se passe. Ça va expliquer sans doute pourquoi la frontière avec le Congo ou la frontière avec le Rwanda n'est pas significative pour lui. La deuxième chose qu'il faut souligner... Il se croit partout chez lui. Il est chez lui partout en Afrique. Et le panafricanisme révolutionnaire, c'est l'une de ses thèses fondamentales. Je vous invite à lire la thèse que Museveni a écrite sur Frantz Fanon. Frantz Fanon était un Martiniquais qui s'est battu en Algérie aux côtés du Front de libération nationale. Et qui a déclaré que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve aux Zaïre. Voilà. Mais donc, qui est un des pionniers en termes de pensée de la violence politique. Donc je poursuis ce raisonnement. Il faut que vous compreniez que l'infrastructure intellectuelle de Museveni, c'est toute l'Afrique. Dans toute la mesure du possible, être influent à tous les niveaux, c'est s'assurer justement la maîtrise du pouvoir chez lui. Ça, il l'a compris très tôt. Il faudrait nuancer, hein, parce qu'il a déjà été recruté par les MI6, vers les, pardon, MI5, les services secrets britanniques, vers les années 70, lorsqu'il travaillait au GIC. C'est comme ça qu'il s'appelle Museveni d'ailleurs, parce que le mot Museveni vient de Seven, le nom du corps de l'armée britannique dans lequel il avait travaillé. La 7e division, la 7e division du King's African Je poursuis ce raisonnement. Bien qu'il y ait un ouvrage qui est sorti avec des... Je poursuis ce raisonnement. Mais c'est son père qui faisait partie. Il faut que vous compreniez. D'accord, très rapidement. Alors, Museveni, on peut s'en plaindre, mais en réalité, il se retrouve souvent dans chacun des pays, de temps à autre, de l'un ou de l'autre côté du bord politique. Lors de la première guerre du Congo, il est l'un des soutiens avec Kagame et Mugabe, il est l'un des soutiens de Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Donc, et il le dit ouvertement. Là, il est du côté de la révolution congolaise. Une bonne partie de ceux qui aujourd'hui se plaignent de Museveni ont été ses alliés. Non, mais c'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture. Non, Laurent Désiré Kabila était une marionnette fabriquée par Museveni. Donc il n'y avait pas de révolution. S'il y a quelque chose de très important qu'on doit dire... Mais au-delà de Museveni, qui c'est? C'est qu'il s'est retrouvé, dans la situation congolaise, par deux fois, dans des camps opposés. C'est-à-dire qu'en fonction des intérêts qui sont les siens, de sa lecture, de son influence panafricaine, il s'allie dans la sous-région avec ceux qui conviennent à ses intérêts. Il a donc été allié pour Kabila, et ensuite allié contre Kabila. Cette fois-ci, maintenant, il est capable de combattre ses propres filleuls rwandais dans Kisangani. Mais vous devez quand même faire remarquer que son engagement, ces élans panafricanistes rejoignent des intérêts, des officines extra-africaines. Oui. Voilà, il a été fabriqué par les États-Unis. Il a son actif. La mort du président burundais. C'est pour ça que il a une deuxième stratégie. Avant les années 90, le fameux vent de la bolle, il n'a pas attendu. Lui, il change de doctrine politique en 87. Avant même le discours de la bolle. Un an après son arrivée au pouvoir, il est déjà allé à Washington et il pactise avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et renonce à l'économie politique centraliste marxiste et met en place le modèle libéral chez lui. Donc il a le soutien de Washington très tôt dans cette affaire. Cette lecture est biaisée dans quel sens? Allez-y très rapidement. Monsieur il a travaillé comme ministre de la Défense du gouvernement de transition de Youssouf Youl, le président. Oui. Et après, lorsqu'il a été recruté et formé par les Américains, soutenu par les Américains pour mener des guerres, il a à son actif la mort du président Melchior Ndadaye, l'assassinat, même si c'est controversé, de deux présidents, Cyprien Taryamira et Abiyarimana. John Garang du Sud-Soudan est mort revenant de chez lui, un accident mais bizarre d'hélicoptère. Il a trahi Julius Nyerere, il a menacé Arap Moi, il est impliqué dans la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous pensez?
Ben oui. Moi, je n'en ai pas les preuves, donc je ne m'aventure pas dans des accusations. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis à fond dans le dossier. Non, mais même si nous n'avons pas les preuves des assassinats, je pense que du point de vue africain, il fait partie des fossoyeurs du Congo. Il y a beaucoup de suppositions. Ça au moins. C'est lui qui a fabriqué Kagame, c'était aussi lui. L'assassinat de Fred Rwigema, qui était le vrai patron du FPR. On nous apprend que c'est lui qui a fait retarder l'avion du président Juvenal Habyarimana le soir de son assassinat pour que le dispositif soit mis en place à Kigali. Là encore. Et le missile venait des arsenaux, paraît-il, de l'armée ougandaise, le missile d'origine soviétique. Le missile qui a abattu l'avion du président c'est un missile soviétique, c'est un missile de fabrication soviétique. Et la guerre connu pour être qui était dans l'arsenal militaire ougandais. Et dans la guerre du juge Marc Trévidic ne le disent pas comme ça. Mais bon, donc, ce qui est très clair, c'est que M. Museveni est un stratège froid et réaliste, capable de changer d'alliance en fonction de ses intérêts. C'est un tacticien ou un stratège? Stratège. Parce que pour traverser depuis 1970 jusqu'à ce jour, tous les périls par lesquels il est passé, je vous rappelle que le premier commando avec lequel s'étant retiré du gouvernement Obote, il va fonder son maquis, c'est un commando de 30 hommes, où il y a Kabila et il y a Kagame. Ils vont prendre une caserne de 300 hommes. Donc c'est un type qui, depuis longtemps, est habitué à prendre des risques pour sa conception du pouvoir. C'est ainsi que les Britanniques l'ont repéré et l'ont formé à cet effet, et il a fait un très bon boulot pour les Britanniques et pour les Américains. Mais il a combattu au Mozambique aussi pour la libération du Mozambique. Non, moi, je pense qu'il fait partie de cette classe politique africaine qui se conçoit au pouvoir pour la vie. De ces leaders africains. De ces leaders africains qui se conçoit au pouvoir pour la vie. Et bon, quand en plus on n'affame pas son peuple, c'est plus facile. Comment? Quand en plus on n'affame pas son peuple, c'est plus facile. On n'affame pas son peuple. On a une dette qui avoisine les 9 milliards de dollars. Qui est de plus en plus insupportable. On a un climat économique qui est aujourd'hui atone. Donc il faut relativiser. Dans les années 90 et au début des années 2000, il y a eu de bons scores, comme lorsque les Américains ont fait chuter Salvador Allende. Pinochet a eu de très bons scores au moins toujours, au Chili. Oui. Mais non, comparaison n'est pas raison. Mais je veux dire simplement que quand on a l'aide de Washington, on peut faire de bonnes choses. Si Museveni ne veut pas quitter le pouvoir, c'est parce qu'il sait qu'il a commis tellement de crimes. S'il quitte le pouvoir, on lui fait la peau. C'est ça la première raison, une raison de survie. Et puis pour ce qui est des résultats économiques, chaque fois que Washington et Londres soutiennent un gouvernement, les chiffres sont toujours maquillés, bidouillés. J'ai essayé de jeter un coup d'œil sur les chiffres de la progression économique du Rwanda. Faites la comparaison avec la période d'Habyarimana, vous verrez qu'on nous raconte beaucoup de sornettes. Pour l'Ouganda, c'est la même chose. Donc je conteste ces chiffres. La pauvreté a baissé, oui, mais je conteste beaucoup des statistiques qu'on nous donne là-dessus. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, moi, je voudrais dire que Yoweri Museveni est la synthèse des contradictions, justement, de l'organisation politique de l'Ouganda. C'est une organisation politique enracinée dans une tradition de chefferie à vie. Oui. C'est une organisation politique qui a été structurée par les coups de force et notamment par la guerre instrumentale. Et enfin, c'est une organisation politique qui, à un moment donné, a décidé d'utiliser le langage de la démocratie libérale occidentale sans y avoir forcément adhéré par le cœur et par l'esprit de l'intérêt général ou du respect des normes de transparence. Donc aujourd'hui, Museveni incarne en réalité la crise de maturité du système politique ougandais. On doit espérer qu'à un moment donné, eh bien, la classe moyenne, la société civile ougandaise ait les moyens d'empêcher que par l'armée, par les relations géostratégiques, le peuple véritable ne soit pas représenté dans ces institutions. Franklin Nyabzi, merci d'avoir participé Ce fut un plaisir. à ce débat sur l'Ouganda et sur le président Yoweri Museveni. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie, analyse politique. Kevin Maizo, journaliste, analyste politique, merci. Un enfant de la maison maintenant. Également, Saliou Sissalvané, consultant en géopolitique. Merci à vous également. Fin, mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.